Bonjour à tous et bienvenue sur EDJFM pour cette toute première édition de Triple 20, votre émission de fléchettes préférée. Avec moi aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés deux aficionados de la darts. Il est fan inconditionnel de Luke Littler, le jeune prodige de la discipline. Je parle bien sûr de Jesse Diliagro. Bonjour Jesse, comment tu vas ? Ça va super bien et toi Mathias ? Eh ben ça va super, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tu as donc fait ton entrée sur le Walk On de Luke Littler. On parlera justement de ses entrées dans un instant. Avec nous aussi aujourd'hui, lui il a choisi d'entrer avec le son de Stephen Bunting, le chouchou du public. Je parle bien sûr de Baptiste et le Mété. Bonjour Baptiste. Salut, ça va Jesse, ça va Mathias ? Ça va super, merci aussi d'être avec nous aujourd'hui. Alors pourquoi Titanium de Sia, Baptiste ? Bah tout simplement parce que Stephen Bunting, c'est mon chouchou, mon joueur préféré, donc son entrée elle est légendaire. Bon, quand allez, il est tout seul face à la foule comme ça. On va lancer cette première émission de Triple 20 tout doucement avec une première actualité fléchette un petit peu insolite. On a voté récemment la meilleure entrée justement de cette année 2024 et presque sans surprise j'ai envie de dire avec 37% des voix lors de sa demi-finale des championnats du monde. C'est bien sûr Bunting qui a remporté. Et c'est vrai que ces entrées elles avaient fait le tour des réseaux sociaux, mais ça aussi on aura l'occasion d'en reparler dans un instant. En deuxième position, très serrée avec 34% des voix, on a eu celle légendaire lors de la Première Ligue à Dublin de Nathan Aspinall. C'est vrai que celle-là aussi a mis un petit peu les frissons sur cette demi-finale. C'était une superbe entrée. Et enfin, en troisième position, je pense qu'on a fait honneur à l'insolite pour celle-ci, parce que c'était Ricky Evans lors de son entrée pour le match de Noël. Il s'était même déguisé en Père Noël pour l'occasion. Messieurs, aujourd'hui, on va donc parler, on l'aura compris, fléchettes avec vous, et on va pas faire ça de façon chronologique pour nos auditeurs. On va commencer avec le plus récent, avec toi Baptiste. On a eu des championnats du monde qui ont été fabuleux, et on aura l'occasion d'en reparler avec toi Jesse. Mais la compétition, ça y est, a repris la semaine dernière à Bahreïn. Et oui, pour la 3e année consécutive, c'est l'État du Moyen-Orient Bahreïn qui ouvre le bal. Bon, les fans de Formule 1, ils doivent connaître, parce que c'est dans les locaux du circuit de Sakhir que se joue ce Master. Alors c'est un tournoi un peu spécial. Il y a 16 joueurs, dont 8 du circuit PDC, donc Professional Darts Corporation, et 8 invités asiatiques. Enfin, pas 8, 6 invités et 2 originaires de Bahreïn qui se sont qualifiés à l'issue d'un tournoi. Donc c'est Bassem Mahmoud et Abdallah Saïd qui se sont qualifiés. Donc pour ce qui est du prize money, c'est 100 000 livres qui sont mis en jeu. On connaît les pays du Moyen-Orient, ils aiment bien mettre les moyens pour faire venir les stars, parce que maintenant on sait, les joueurs de fléchettes sont des stars. Donc c'est 30 000 pour le gagnant, 16 000 pour le finaliste, 10 000 pour les joueurs qui ont réussi à se hisser en demi-finale. Si vous avez le malheur de tomber sur un champion du monde au premier tour, ce sera quand même 1750 livres qui vous seront reversés. D'ailleurs, en parlant de champion du monde, cette année, le triple vainqueur des championnats du monde, Michael Van Gerwen, n'était pas là. Il n'était pas disponible pour des raisons familiales. Mais en parlant de résultats, Baptiste, je crois que pour cette première semaine de compétition, on a eu le droit à quelques petites surprises. Quelques, c'est vraiment un faible mot. On va avancer tour par tour, parce qu'il y a eu énormément de surprises. Donc au premier de ces 4 tours, et pour la première fois dans l'histoire de ce tournoi, un des 8 Européens ne s'est pas qualifié. Parce que voilà, le but de ce tournoi, c'est de se faire affronter au premier tour un Asiatique contre un Européen. Et lors des 2 dernières éditions, les Européens étaient passés à chaque fois. Cette année, Rob Cross, tête de série numéro 3, il s'incline face au Philippin Paolo Nebrida 6-3. Pour le reste des Européens, c'est une formalité. Humphries, Littler, Bunting, Aspinall, Doby, Price et Wright, tous accèdent au second tour. D'ailleurs, au second tour, ou quart de finale, voilà, on va appeler ça quart de finale, donc premier tour, quart de finale, demi et finale. C'est comme vous voulez. On verra le plus de spectacles. Pour commencer, champion en titre du tournoi, champion du monde en titre, Luke Littler, on le connaît, il s'est fait oblitérer. Défaite 6-2 face à The Iceman, Gervin Price. Premier coup de chaud, là, ça... début d'année, Littler, champion du monde, il est sur un nuage.
il revient sur terre directement, il se fait sortir. D'ailleurs, en parlant d'oblitérer, on parlait tout à l'heure, Mathias, tu me lançais sur Bunting. Bunting, victoire 6-0, simple et efficace contre son patriote Chris Dobie. D'ailleurs, on sait, les fléchettes, c'est né en Angleterre. Encore un duel fratricide lors de ces quarts de finale. Humphries contre Aspinall, Angleterre contre Angleterre. Et d'ailleurs, match de taré, 6-5. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'il n'y a eu aucun break. 1-7 chacun jusqu'à 6-5. Et donc c'est Humphries qui le remporte à la fin. C'est Humphries, hein, c'est Humphries qui le prend. Pour finir sur ces quarts de finale, on revient avec notre Philippin qui avait réussi à se qualifier et il s'est pas trop mal débrouillé face au fou écossais à la crête, Wright, mais il s'est tout de même incliné 6-4. Donc si j'ai bien suivi, en demi-finale on avait donc Wright contre Price et Bunting contre Humphries. Exactement, bravo, t'as tout suivi. Il reste que mon craquito à moi parce que le Littler de Jesse il est pas passé et le Clayton, joueur favori de Mathias, il n'était pas convié. Hein. On se demande pourquoi, peut-être par manque de niveau, par manque de chance, on ne sait pas. Mais bon, vous l'aurez compris, depuis le début, ce tournoi, il n'y a que des surprises. Je vous donne donc les favoris. Les favoris de ces deux demi-finales, c'était Humphries et Wright. À votre avis, est-ce qu'il y en a un qui est passé? Ils sont passés? J'espère quand même. On l'espère aussi. Mais... 0 sur 2. Aucun favori n'est passé. Finale, Bunting contre Price. De Belette contre The Iceman. Je vous spoil pas, mais j'étais très heureux devant ma télé ce dimanche 17 janvier. Pour sa première participation, Stephen Bunting montre tout simplement que 2025 c'est son année. Et moi j'y crois. Cette année c'est pour lui. Il gagne le match 8-4 en démonstration. Il a dominé, hein. Le Boulette il était là. On l'écoute d'ailleurs en interview d'après-match. Congratulations, you have your hands on the trophy more than a decade after you made your debut on the World Series. How satisfying does this feel? Even more satisfying because what an absolutely lovely trophy this is. I can't produce my best art without these wonderful crowds week in, week out, wherever we play, whether it be Bahrain, Germany, Holland, back home in the UK. And the fan base that we're building at the moment is exceptional. Listen to them, it's crazy. And listen, thank you very much. I'm lost for words. On a donc un Bunting qui remercie aussi son public. On parlera de l'ambiance Baptiste dans un instant. Est-ce que toi, Jesse, t'avais justement suivi cette première semaine de compétition? Alors évidemment, j'ai regardé un peu tout ça. Et d'ailleurs, en parlant de Bunting, tu parles de son année 2025. Il faut rappeler qu'il fera partie de la Première Ligue cette année. Ça faisait quelques années qu'il n'était pas convié. Donc je pense, Baptiste, que tu as raison. Cette année, ça a l'air d'être pour lui et il a les fans de son côté. On a eu un Littler, hein, tu l'as dit, Baptiste, qui s'est effondré, qui perd son titre assez tôt quand même. Alors on pouvait peut-être l'imaginer s'effondrer en finale ou demi-finale. Il n'a même pas accédé cette partie-là de la compétition, mais il a pu se consoler quand même en montrant son trophée dans le stade de son équipe favorite. Est-ce que vous savez quelle équipe supporte voilà, c'est ça. Il a pu montrer son trophée à Old Trafford, mais malheureusement les Reds s'étaient imposés, s'étaient fait battre 3 par Paris Brighton. D'ailleurs, assez curieux, catastrophique pour le Littler. Hein. Assez curieux, parce que Littler il vient de la banlieue de Liverpool. Oui. Donc supporter de Manchester United, présenter son titre contre Liverpool, sa ville natale. C'est un traître. Défaite. Moi je pense que les supporters de Liverpool ont dû bien rigoler. Bon, en tout cas, merci beaucoup Baptiste pour nous avoir un petit peu rafraîchi la mémoire de cette première semaine de compétition. On a donc parlé du plus récent, mais récemment on a quand même eu les championnats du monde et c'était pendant les vacances de Noël et ça a cartonné, Jesse. Et oui, tout à fait, durant les vacances de Noël, Mathias, entre le foie gras et la bûche, on a pu voir l'explosion des fléchettes, les darts en anglais, sont diffusés depuis des années sur la chaîne L'équipe et cette année, les championnats du monde ont marqué les spectateurs français. Un sport d'origine anglaise qui a su poser pied à terre en France. Oui, parce qu'on a aussi pu voir des sportifs français à l'œuvre. Exactement, Thibaut Tricol, le seul français présent au championnat du monde de darts, a pu voir son match retransmis en direct sur l'équipe. Et devinez combien de spectateurs? 200 000 en moyenne, c'est tout simplement énorme. Et en plus, il faisait face au numéro 1, Luke Humphries. Donc c'était un rendez-vous, un choc immanquable. Et les commentateurs Swan Borsellino, spécialiste des fléchettes qu'on écoutera je crois un peu plus tard, et Benoît Cosset ont lancé le pari de nous faire vibrer sur des athlètes peu communs. Le pari a été réussi pour nous trois, je crois bien. Il a été réussi et ça aussi, ce succès, il a été permis grâce aussi à une ambiance de feu. Alors on n'arrête pas de parler de l'ambiance, Baptiste en a parlé, Mathias en a parlé. L'ambiance est complètement folle. Les championnats ont lieu à la Mecque des fléchettes, le Ali Pali, Alexandra Palace pour les connaisseurs de Londres. Et 3500 personnes sont venues assister à toutes les confrontations avec des
des déguisements, avec des chants, peut-être un peu éméchés pour certains, mais c'est ce qui fait le charme de ce sport. Ils sont complètement dingues et c'est ce qui contribue vraiment, c'est un véritable charme. Mais Mathias, ce n'est pas la seule raison qui a contribué à ce succès. On a aussi des phénomènes dans ce sport. On parlait de Luke Littler, 17 ans, mais on peut parler de Michael Van Gerwen, qui est le deuxième homme le plus titré dans les fléchettes, avec 3 titres de champion du monde. Van Gerwen, dès 17 ans, était déjà aussi très très fort. Il a commencé les fléchettes à l'âge de 13 ans, si je ne dis pas de bêtises. Des monstres de précocité qui ont maintenu un niveau de performance pendant des années. On a Michael Smith, que beaucoup de gens connaissent. On a Peter Wright, celui qui a la crête, qui nous fait un peu penser à Yondu Odonta, le personnage des Gardiens de la Galaxie. Le fou de la bande, un petit peu. Exactement. Et ils sont tous attachants. Bunting, c'est le plus attachant, je pense, d'entre tous. On a Wright qui est un peu fou. On a Littler, la nouveauté. Et c'est tous des personnalités exceptionnelles, en fait. T'évoquais un petit peu la précocité. C'est vrai que Littler, lui, a commencé dès ses 18 mois à lancer des fléchettes sur la cible, ce qui explique aussi sa précocité. Il était professionnel dès 12 ans. Et voilà, aujourd'hui, il paraît très jeune, mais en fait, derrière lui, il a déjà un sacré background. Merci beaucoup, Jesse. Et justement, pour prendre un peu plus de hauteur sur ce sujet, tu en as parlé. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir avec nous Swan Borsolino. Vous avez commenté les finales pour la chaîne L'équipe et vous êtes avec nous. Bonjour Swan. Alors, selon vous, est-ce que les fléchettes ont-elles trouvé leur public en France après les vacances ? Alors je pense que les fléchettes commencent à trouver leur public en France. Je pense que c'était hyper important de pouvoir diffuser un événement aussi grand et important à une période qui est parfois aussi creuse si on enlève le football un petit peu pendant le Boxing Day, etc. Donc je pense que c'était un passage inévitable pour que la France puisse découvrir les fléchettes pour ceux qui les méconnaissent, ne les connaissent pas ou les jugent. Que ça puisse être diffusé gratuitement en France, ça a été, je pense, une première pierre à l'édifice. C'est que le début. Je suis très enthousiaste, mais je sais qu'on est loin d'être arrivé pour le coup. Là, vous avez diffusé sur la chaîne L'équipe donc les championnats du monde, vous avez les droits. Ce sport, il est pas si connu que ça en France. Quelle est votre approche avec ce public de néophytes ? Comment on amène les fléchettes à quelqu'un dans son salon ? Je pense que tu dois passer par une phase de vulgarisation et de pédagogie. Et après, je pense que aussi le produit, il s'autosuffit un petit peu dans le sens où il est tellement bien produit que le jeu est quand même relativement simple, même si il y a des choses qui sont beaucoup plus complexes quand tu rentres dans le détail. Mais c'est très facile de tomber dessus et d'y passer 10 minutes et en fait d'y passer 1 heure dans la foulée et de se prendre au jeu. Donc je pense que tu as une partie éditoriale qui est hyper importante pour vraiment aider à la compréhension et à l'attachement. Et dans la foulée, tu as aussi ce produit qui est capable un petit peu de vivre tout seul quand même. Merci beaucoup Swan Borsolino. Pour rappel, vous avez commenté les finales de ces championnats du monde de fléchettes pour la chaîne L'équipe. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps et d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il est temps pour nous de revenir en plateau et de justement se poser une question. Swan Borsolino a évoqué plusieurs points. C'est vrai qu'on a vu là une mode de la fléchette pendant ces vacances de Noël. Est-ce que selon vous cette mode peut être pérenne ou est-ce qu'on est plus sur un effet de mode natation ou tennis de table qu'on a pu le voir après les JO ? Je veux bien commencer, justement, Mathias en parlait. Je pense que ça va être difficile, malheureusement, pour plusieurs facteurs, d'avoir un peu cet effet tennis de table. Déjà, c'est diffusé sur la chaîne L'équipe, qui n'a pas fait les mêmes audiences que durant les JO, donc déjà, c'est un facteur à prendre en compte. Alors, l'audience, pour le coup, pour la finale, ils ont atteint près de 9,7% sur leur cible, les 25-49, ce qui était absolument gigantesque pour un programme de ce calibre pour la chaîne. Ça, on est d'accord, mais quand on compare à un événement aussi grand que les JO, qui est international à tous les niveaux, c'est forcément un peu plus difficile. Après, je pense en effet, même pas qu'en France, dans la francophonie, en Belgique, sur la RTBF, c'est Alex Vizorek, qui est un humoriste belge qui commente. Je pense qu'en francophonie, on commence à avoir cette fanbase qui s'agrandit et les années à venir vont sûrement faire venir encore plus de fans. Est-ce qu'on aura la même chose qu'avec Alexis et Félix Lebrun ? Peut-être qu'il nous faudrait aussi une icône française. Ça va peut-être jouer en tout cas dans le débat, mais pour l'instant c'est encore un peu tôt je pense pour qualifier ça de phénomène à la natation ou tennis de table. En tout cas Swan lui il se montre plutôt enthousiaste. Tu partages cet avis Baptiste ? Moi je rejoins Swan sur ce qu'il disait, parce qu'il a parlé de quelque chose d'assez vrai, c'est l'attachement qu'on peut avoir à ces personnes, parce que c'est pas des stars comme au football, ou même on parlait des Lebrun ou de Léon Marchand. Voilà, Bunting par exemple, ou même Luke Littler sont des gens normaux. Ils se baladent, ils aiment bien les kebabs. Courses. Non, mais ils se revendiquent un peu bon vivant aussi. C'est ça. Hitler, entre les matchs, il joue à FIFA par exemple. Voilà, ils sont starifiés, alors que justement, c'est juste des bons vivants. Ils jouent aux fléchettes. Les fléchettes, ça a commencé dans les bars anglais. C'est pas pour rien. Justement, là, je pense que ce phénomène d'attachement aux personnages, il y a des personnages un peu pour tous les goûts. Et je pense que ça peut
garder au moins les gens dans l'attachement justement. Les gens peuvent rester sur les fléchettes parce qu'ils sont attachés à un joueur. Autre point qui a pu être abordé pendant l'interview, c'est le rôle des médias. C'est vrai que les fléchettes, il y a beaucoup de néophytes parce que peu de spécialistes en France. Il a évoqué son rôle, le fait de vulgariser un petit peu. Pour vous, il est important ce rôle des médias là dans la naissance de la culture fléchette en France? Justement, c'est ce que tu dis Mathias, c'est ce que Swan a dit. L'équipe déjà en tant que diffuseur a un énorme rôle, ça n'aurait pas été le même succès sans l'équipe. Après, est-ce que ça va permettre au sport de s'établir dans les plus grands? Je sais pas. Faut rappeler que pour beaucoup les fléchettes c'est pas un sport. Pour beaucoup il n'y a pas d'activité physique, les gens comprennent pas vraiment, ils se disent non, c'est justement un sport de bar comme disait Baptiste, c'est pas un sport professionnel. Donc il y a aussi peut-être une image que les médias peuvent tenter d'améliorer, une réputation améliorée, et je pense que c'est là où va se jouer le rôle des médias. Ouais, justement aussi parce que on dit que c'est pas un sport, mais moi je vous dis que j'ai essayé de faire juste un triple 20, je l'ai mis 40 minutes. Hein. C'est horrible, hein. C'est trop dur, la cible elle est toute petite, il faut un niveau de concentration et une mémoire musculaire, parce que quand on voit les 180, c'est une folie. Mais c'est vrai qu'il y a un niveau que je pense qu'on ne se rend pas compte. Par exemple, on parlait des 8 représentants asiatiques, ils nous lavent tous un par un, ça y a pas de souci, mais en fait en face d'eux ils ont tellement des ovnis de la fléchette, ils ont baigné dans cette culture. On parlait de Luc Littler, il savait à peine marcher, il lançait déjà des fléchettes. C'est vrai que là quand on voit des ovnis, c'est aussi ça peut-être qui fait que ça marche bien, parce qu'on a l'impression de voir des Ronaldo et des Messi à chaque match quoi. Et même on parlait aussi on parlait de Van Gerwen et tout à l'heure, la plus grande manche entre lui et Smith avec les 9 darters, donc c'est-à-dire arriver de 501 à 0 en 9 flèches, c'est lunaire de faire ça aussi souvent, où c'est des performances folles et les gens se rendent vraiment pas compte du niveau de précision et le talent aussi qui va avec, mais c'est vraiment un sport et les gens ne s'en rendent pas vraiment compte. Tu parles de la manche, la plus grande manche de l'histoire des fléchettes. On se rend pas compte quand même que 17 sur 18, ils ont un taux de réussite de quasiment 100% là, sur cette manche. 17 sur 18, ils sont allés dans les bons endroits, et on voit celle de Van Gerwen, elle passe vraiment à un demi-millimètre du... Et le commentateur avait pété un câble à ce moment-là. Il disait en français, je peux plus parler, c'est la meilleure manche qu'on ait vue de l'histoire. Oui, parce que moi je pensais d'ailleurs qu'en commençant à regarder, quand je me suis dit des 9 darters doit y en avoir quand même pas mal. J'ai commencé à regarder, je me suis dit mais jamais ça arrive, allez-y, mettez-le ce double 19 et ce triple 12, allez-y. C'est vraiment très dur. Après les facultés mentales et de calcul qu'ils ont, parce que on dirait pas, mais quand ils se trompent, tac, ils savent direct qu'il faut aller chercher le 6 là-bas pour faire ensuite revenir sur un double 20, etc. Puis il y a un énorme côté mental aussi. Hein. Ouais, c'est vraiment des machines. Des machines de calcul, de réflexion et d'abnégation aussi, de sang-froid. Ces lanceurs de fléchettes. Merci beaucoup. En tout cas, on retient que toi, Jesse, ça va être compliqué d'instaurer cette culture, ou alors à plus long terme. Ouais, toi, Baptiste, un petit peu comme Swan, tu te montres plutôt enthousiaste face au succès que peuvent avoir les fléchettes en France. Il est temps pour nous de se dire au revoir, les garçons. Merci beaucoup d'avoir participé à cette première émission. C'était Triple 20 sur EDJ FM, et on se laisse bien sûr sur l'entrée de Stephen Bunting, Titanium de Sia sur EDJ FM.